Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue. Merci, d'être là à temps. Je reconnais déjà quelques noms qui sont, régulièrement dans nos cycles de conférences. Ça fait plaisir. Hem, on va encore attendre une petite minute, pour laisser plus de personnes se connecter. En attendant, n'hésitez pas à me dire peut-être dans la barre de conversation depuis quel pays vous nous écoutez aujourd'hui. On est toujours curieux de savoir, où est répartie notre audience. Dans cette petite minute. Donc, comme vous le voyez, vous ne pouvez pas allumer ni votre micro, ni votre caméra. C'est pour des questions de confort, dans ce format en ligne. Par contre, vous pouvez parler à tout moment dans la barre de conversation. On reste à l'affût, de vos dires et vous pourrez aussi allumer vos micros pour le temps des questions. Et merci Marie de répondre. Marie qui nous écoute depuis Abidjan. Et les autres, pour le reste de l'audience, n'hésitez pas à me dire aussi dans la barre de conversation depuis où vous nous écoutez. Heu, je vais commencer, tranquillement donc en introduisant, ce cycle de conférences. Bienvenue à, ce premier format de débat en ligne organisé par la Fondation de l'innovation pour la démocratie. Donc pour rappel, la Fondation, c'est une organisation panafricaine qui a pour ambition de faire émerger de nouveaux modèles de démocratie qui sont inscrits dans l'histoire, les cultures et les territoires africains. Pour cela, elle se base sur différents partis pris, l'intelligence collective, l'implication des jeunes, des femmes et des diasporas, la recherche autour des savoirs et des pratiques endogènes, ou encore le réarmement de la pensée, chantier auquel contribuent directement ces cycles de conférences, ou encore ce nouveau format de débat en ligne. Donc l'Afrique en débat, question de démocratie. Cette première édition, elle a pour ambition d'explorer, les enjeux politiques et sociétaux actuels en Afrique, en réunissant différents acteurs, que ce soit des experts, des élus, des organisations de la société civile, des citoyens, bref, qui ont des échanges critiques et constructifs. Merci pour les réponses. Je vois qu'on nous écoute de France, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Mali. Heu, super. Juste pour me présenter, je suis Colline Nelson, co-responsable du Labo Nord Porte de l'Europe, de la Fondation. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir, ma co-responsable en modératrice avec moi. Je lui laisserai la parole tout de suite après, Arlande. Juste pour vous donner une idée, les laboratoires aujourd'hui, il y en a 3, un, en France, à Douala et à Abidjan. Ils ont pour rôle de devenir des lieux de création et de dissémination d'idées, et de créer des liens entre les acteurs du terrain. Mais ce soir, mon rôle sera purement technique, assurer le bon déroulement de cette conférence. Donc n'hésitez pas à m'écrire dans la barre de conversation si vous avez différentes difficultés auxquelles je pourrais répondre. Vous n'êtes peut-être pas encore au courant, mais le professeur Daniel, Etunga Mangel, nous a quittés hier soir à Abidjan à l'âge de 78 ans. Il était censé, participer à cette conférence. Donc au dire, de ses proches, il s'est battu avec optimisme et détermination contre des problèmes de santé et se réjouissait de participer à cette intervention qu'il préparait avec soin. Arland et moi pourrons en témoigner pour avoir échangé avec lui, ces derniers jours. Nous avons fait le choix en équipe, de maintenir son intervention, enfin de maintenir cette intervention et de lui accorder un hommage, donc à la fois de lui dédier cette conférence, qu'il avait pris plaisir à préparer et c'est pour cela que ma chère collègue Arlande aussi l'introduira au même titre que nos autres intervenants et lira le script, de son intervention qu'il avait préparé, avec soin. Donc un gros hommage aujourd'hui, au professeur Daniel, et je vais juste lire quelques mots d'un de ses proches qui, le présentait comme quelqu'un de simple, sans fioritures, qui savait combattre la tristesse et qui sourit sur toutes les photos. Chère Arlande, merci beaucoup, d'être ici. Merci beaucoup à Astou, Souleymane aussi, pour ce soir et je vous souhaite un très bon débat et à tout à l'heure. Mille merci, chère Colline et tu fais pleinement partie du débat. Merci de toute l'organisation et puis même voilà, de toute la logistique, autour de l'événement. Merci à toutes et tous, qui êtes déjà, près d'une trentaine de personnes, avec nous.
Merci à nos invités qui sont là. Bien entendu, le professeur Daniel Etunga Manguel. C'est compliqué de parler de lui au passé, tant, la nouvelle est fraîche. Je ne vais pas reprendre, ce qui a été dit par Colline, mais beaucoup d'entre vous effectivement connaissent, à la fois le brillant, professeur, qu'il a été, un homme de sciences d'abord, qui a été, boursier, après un baccalauréat scientifique pour, des études supérieures, en France, mais aussi, un homme d'écriture, plus d'une vingtaine d'ouvrages à son effectif, autant des romans que des essais, donc avec une plume, qui lui est bien particulière. Et j'aurais tellement d'autres choses à rajouter en termes de biographie s'il fallait en faire, qu'on n'aurait pas le temps nécessaire ce soir pour le dire. Mais ce sont plutôt des mots de proches aussi que j'aimerais partager humblement, et partager les condoléances au nom de toute la famille de la fondation, d'Innovation pour la démocratie, de son directeur général, Achille, qui, transmet, les plus, sincères condoléances, d'abord à sa famille, à ses proches et bien sûr à toutes les personnes qui le connaissent et l'ont connu. Et qui le décrivent comme, quelqu'un de joyeux, quelqu'un de bienveillant effectivement, comme un grand frère, comme un père. Et là, je parle, du professeur Fred Eboko qui le connaissait vraiment, bien et particulièrement. Je remercie, effectivement aussi nos 2 invités qui sont avec nous et qui vont, voilà, animer ce débat avec nous. Effectivement, je pense que le professeur Daniel, serait content qu'on maintienne parce qu'en tant que personne vivante et aimant la vie, hem, quelqu'un qui regardait vers l'avenir avec beaucoup, d'optimisme, pardon, serait ravi de voir que voilà, on continue, à faire, à mettre sur la place ces temps d'échange, ces temps qui permettent de nourrir, les pensées et puis de nous enrichir et de partager ensemble. Merci, un grand merci, à notre chère, Astou qui est avec nous. Astou qui est, enseignante chercheuse en politique, en sciences politiques. Merci d'être là. Merci, pour le temps d'échange qu'on a pu avoir ensemble. C'est vrai que j'aurais aussi énormément de choses à dire, sur Astou, sur son parcours, mais ce que j'aime à dire, c'est ces mots, qu'elle a pu nous partager, hem, en tant que personne qui est curieuse de tout, qui s'interroge sur le monde qui est autour d'elle. Et c'est pour ça, je pense que cette carrière professionnelle qu'elle a choisie lui va si bien, c'est d'être dans la transmission, l'enseignement, mais aussi dans la recherche. Quelqu'un d'ouvert à son environnement, très communicante, mais à la fois, qui a besoin de retrouver ces temps d'intimité avec soi-même pour appréhender, pour comprendre, pour s'interroger sur le monde qui l'entoure. Merci beaucoup, chère Astou, d'être avec nous, de donner, de ce temps pour ce temps de débat que je sais va être riche. Et puis, il se fera avec chacun et chacune des participantes qui sont, avec nous. Elgas, cher Souleymane, merci beaucoup aussi d'être avec nous. Hem, je posais cette question tout à l'heure dans le temps d'échange que nous avons ensemble. Vous êtes journaliste, vous êtes aussi écrivain, docteur en sciences sociales. Si vous deviez parler aujourd'hui, en tant qu'adulte, à l'enfant de 5 ans que vous étiez, qu'est-ce que vous lui diriez? Oula, c'est une question très piégeuse, mais que lui dire? Je lui dirais peut-être essayer d'être aussi heureux à 45, à 55, à 65 et à 75 ans. C'est peut-être ce que je lui dirais, d'essayer d'être heureux, tout simplement. Merci beaucoup. Eh bien, je trouve que c'est voilà, c'est difficile de se présenter mieux que par ce genre de mots. La quête du bonheur finalement, parce qu'à la fin du parcours, je pense que c'est ce qui nous reste et c'est ce qu'on arrive à communiquer au reste des personnes qui nous entourent. Avant de vous donner à chacun la parole sur le thème qui nous réunit, qui est quand même: qu'est-ce que le panafricanisme de gauche? Et rien qu'en le disant, cela suscite à mon avis pas mal de questions. En tout cas, moi, ça a éveillé un tas de questions en moi sur d'abord la définition du panafricanisme en lui-même. Ensuite, quand on parle de gauche, depuis quelle perspective on parle de gauche? C'est quoi la gauche? Est-ce que c'est une pensée universelle? Est-ce qu'elle a plusieurs définitions? Est-ce qu'on est dans un pluriverse? Et même le panafricanisme en lui-même, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il a qu'une seule essence et qu'une seule définition? Est-ce qu'on pourrait... Eh bien, c'est à cela qu'on va essayer de s'attacher ensemble avec des avis qui vont converger parfois, diverger d'autres fois, mais c'est aussi ça le débat. C'est passionné, c'est passionnant, toujours à l'écoute des uns des autres. Et si vous me le permettez, je vais peut-être commencer par introduire le travail qu'avait préparé
le professeur Manguel avec beaucoup de soin pour se joindre à nous et en hommage à la personne qu'il est, je vais essayer de vous le lire le mieux possible, et puis on pourra effectivement, continuer nos échanges sur cette base-là. Merci à vous. Effectivement, s'il y a des questions, encore une fois, l'espace, de chat est fait pour les remarques, pour les questions, n'hésitez pas. Alors sans plus tarder, je vais introduire par, le travail qu'avait préparé, le professeur Manguel et qui m'a été, gentiment remis par le professeur, Fred, Eboko. Alors, qu'est-ce que le panafricanisme de gauche? La question, qui sonne comme une question piège, me rappelle cette interrogation d'un ami ivoirien à laquelle je n'ai pas trouvé de réponse. Y a-t-il un racisme de gauche? La thématique fait en réalité écho au travers du chercheur franco-béninois Hamzat Boukari Yabara, qui a publié en 2014, édition La Découverte à Paris, un ouvrage intitulé Africa Unite, une histoire de panafricanisme, dans lequel l'auteur rappelle que c'est une double interrogation née du XVIIIe siècle au sein de la diaspora africaine déportée aux Amériques, à savoir, sommes-nous africains? Qu'est-ce que l'Afrique? Qui a provoqué la naissance d'un mouvement intellectuel, politique et culturel qui a pris le nom de panafricanisme au tournant du XXe siècle. Ce mouvement va constituer pour les Africains des deux rives de l'Atlantique un espace privilégié de rencontres et de mobilisation. Ainsi, de la révolution haïtienne de Toussaint l'Ouverture en 1791 à l'élection du président Barack Obama comme premier président noir des États-Unis d'Amérique en 2008, en passant par les indépendances formelles des pays africains francophones des années 1960, des hommes comme W.E.B. Du Bois, Marcus Garvey, Georges Padmore, Kwame Nkrumah, Cheikh Anta Diop et d'autres mettront leur vie au service de la libération de l'Afrique et de l'émancipation des peuples noirs à travers le monde. Des artistes, des écrivains, des musiciens comme Bob Marley, Myriam Makeba ne seront pas en reste pour magnifier et populariser la cause. Pour moi, la révolution panafricaniste en cours, qui justifie l'utilisation du thème et des racines semblables à celles de Toussaint l'Ouverture, à savoir l'éradication d'un système économique esclavagiste occidental qui a assigné ad vitam aeternam l'Afrique et les hommes noirs, où qu'ils soient, à rester cantonnés dans les marges de l'histoire humaine. Le panafricanisme reste donc, comme le souligne Hamzat Boukari Yabara dans son œuvre précitée, à l'heure où l'Afrique est confrontée à de nouveaux défis, un chantier d'avenir qui montre que tôt ou tard, les Africains briseront les frontières géographiques et mentales qui brident leur liberté, ainsi que le déclarait récemment le député kanak, comme on connaît l'actualité du moment, du territoire de Nouvelle-Calédonie, l'impérialisme occidental détient des horloges, mais les peuples colonisés ont le temps. Une fois qu'on a posé ce contexte, est-ce pour cela que le panafricanisme New Look, qui s'inscrit dans le sillage d'un mouvement global de remise en cause de l'ordre économique mondial en vigueur, appuyé par la Chine, la Russie et les régimes communistes et d'autres pays émergents, un ordre marqué au coin par une hégémonie occidentale dominante contextée par les BRICS, peut paraître à certains comme assimilable à une idéologie de gauche. Voilà la question et la question est ouverte. C'est un échange qu'on a eu tout à l'heure, effectivement. Panafricanisme est-il de gauche? Est-ce un pléonasme? Est-ce que ça existe? Et donc, effectivement, il reprenait ce point-là. Je crois pour ma part, disait le professeur Manguel, que la révolution panafricaniste actuelle, initiée et menée au Sahel par des élites militaires, a ceci de particulier qu'elle rencontre le soutien des populations appauvries qui aspirent depuis longtemps à se libérer du joug colonial. Un objectif que la démocratie des régimes en place n'a pas permis d'atteindre après 60 ans d'indépendance. Une démocratisation en lieu et place des partis uniques, au demeurant imposée en son temps par le président François Mitterrand au sommet des pays francophones de la Baule, un homme politique, ancien ministre des colonies,
dont le génie politique est mésestimé dans son pays, puisqu'il fut, selon moi, dans les années 1950, le véritable bâtisseur des fondations de ce qu'on appellera plus tard la France-Afrique, en organisant le retournement du RDA de Félix Houphouët-Boigny, un féodé du Parti communiste français. Nous sommes donc bien là, dans la configuration historique de la révolution haïtienne. Ce qui est nouveau, de mon point de vue, c'est que nous soyons aujourd'hui parvenus à ce que j'appelle la fin de l'apartheid cognitif, qui permet l'adoption et la mise en application de philosophies et de différences dont je viens de faire l'éloge dans une de mes œuvres récentes. Lesquelles philosophies questionnent l'universalisme, présumé de la valeur occidentale, et l'exclusion de toutes les autres. Lorsque Achille Mbembe, Felwinsar, organise depuis quelques années les ateliers de la pensée à Dakar, au Sénégal, ils font dire au politologue Fred Eboko qu'ils y parlent de la nécessité d'un projet politique commun pour l'Afrique. La question que pose notre thème est donc, de mon point de vue, véritablement ouverte sur la réorganisation en cours de l'économie monde. Cette question pose ce que les mêmes auteurs appellent encore l'Afrique monde, qui serait une actualisation d'un combat de gauche du XXe siècle. Pourtant, le panafricanisme de gauche sur lequel vous m'invitez à diviser constitue une césure profonde parce qu'il place l'Afrique au centre de cette révolution à venir. Il désigne cette fois-ci l'Afrique comme l'endroit d'où l'on regarde le monde. Il désigne, je reprends parce que je trouvais ça quand même assez intéressant, il désigne cette fois-ci l'Afrique comme l'endroit d'où l'on regarde. Le monde qui vient, si nous suivons Achille Mbembe et ses collègues, mais au fond, c'est une césure, certes, mais elle se situe, dans mon modeste point de vue, dans la filiation d'autres cris que l'on entend sortir des tombeaux de Mongo Betty, de Cheikh Anta Diop, dans une forme sans doute nouvelle dont nous discutons ici ensemble. Je pense qu'il nous faut dès lors, sans délai, soit forger de nouveaux concepts, soit déconstruire ceux qui existent, comme la démocratie, pour leur donner un nouveau contenu, une nouvelle forme, qui répondent aux aspirations de la population africaine. Lesquelles aspirations se rattachent particulièrement, point cité, la révolution citoyenne mondiale, que le promoteur de la France insoumise, M. Jean-Luc Mélenchon, appelait récemment de ses vœux dans son discours à Dakar. En Afrique, chez nous, cette révolution questionne immanquablement la longueur de nos cycles de pouvoir, d'une part, et de la redevabilité de nos élites politiques, d'autre part. Elle est déjà mise en route dans des pays comme la Côte d'Ivoire, où l'institution de Delaim, fondée par Madame Konan Pahen, développe des cycles de sensibilisation et de formation à l'action citoyenne dans la gestion de la société au bénéfice des cadres de l'administration publique ivoirienne. Voici en quelques mots la pensée que voulait développer, en tout cas avec nous, le professeur Manguel dans ces mots. Il y a beaucoup de points qui ressortent sur ce qui a été dit là par le professeur. Et je ne pourrais me permettre de reprendre ce qu'il a dit et d'aller plus loin, mais ça fait écho à beaucoup de choses que j'ai pu entendre et en même temps, voilà, ça présente un point de vue un peu différent par rapport à d'autres. Qu'est-ce que ça évoque pour vous, cher Souleymane? Quel est votre point de vue? Quand on pose cette question, qu'est-ce que le panafricanisme de gauche? On a forcément envie de dire, d'abord, c'est quoi le panafricanisme vraiment? Merci beaucoup, cher Arlande. Alors, bien sûr, je m'associe aux hommages qui ont été faits au professeur. C'est une nouvelle tragique. Je pense dans ces moments très, très éprouvants à sa famille et j'espère que, comme on dit chez moi au Sénégal, que la terre lui sera légère. Il y a dans ce panorama que vous venez de lire énormément d'éléments, des éléments historiques, des éléments qui relèvent de la science politique, des éléments qui relèvent de l'économie, et puis des éléments qui relèvent aussi d'une certaine forme d'inscription dans l'avenir. Et c'est peut-être moi,
le rebond que je vais employer ici, c'est que au-delà des définitions qui peuvent incliner vers l'identité, il me semble que le panafricanisme est déjà une aspiration. C'est une aspiration, c'est un horizon. Et on y reviendra d'ailleurs, on a marqué le terme universalisme, auquel d'ailleurs beaucoup, dans un consensus qui est en train d'être formulé, préfèrent le mot universel, qui est moins connoté, qui est moins situé, qui justement s'émancipe de toutes les formes d'aliénation à la fois historique et potentiellement culturelle. Comment définir le panafricanisme? Alors, c'est comme tous les concepts, c'est qu'il supporte un certain nombre de définitions qui, en fonction du contexte, en fonction du ressort, en fonction des orientations, peuvent légèrement différer. Mais la matrice commune, c'est la valorisation. Et là, je m'appuie sur une étude que j'ai faite sur la FEANF. La FEANF, c'est la Fédération des étudiants noirs d'Afrique en France. Elle a été la pépinière de lutte très, très importante dans les années 50, qui avait au cœur de son ambition d'émanciper l'Afrique, de rompre avec la colonisation et surtout la projection sur le continent. D'ailleurs, à l'époque, on ne se définissait pas par des identités nationales. À la FEANF, les étudiants, quand ils se retrouvaient en AG, ils disaient très bien, voilà, je suis un Africain du Bénin, je suis un Africain du Sénégal, je suis un Africain dans notre pays, ainsi de suite. Et la FEANF a donné énormément de héros au Cameroun, de héros au Sénégal, de héros en Guinée, qui ont joué les premiers rôles, par exemple, dans la dynamique des indépendances et qui d'ailleurs vont jouer aussi un grand rôle dans les États nouvellement indépendants. Et la définition qui apparaît, c'est cette forme de projection, d'unité, de solidarité d'une certaine manière, avec trois marqueurs qui me semblent n'ont jamais véritablement disparu à travers peut-être un siècle et demi ou 2 siècles d'histoire. C'est la volonté de rupture avec toute la structure coloniale, toute domination, une émancipation. Ça, c'est un élément important. Et puis, un autre un élément important qui me semble aller de pair avec la lutte contre l'impérialisme sous toutes ses formes économiques. Et là, peut-être, les points de jonction avec la notion de gauche pourraient être creusés à partir de cet axe-là. Et troisième chose, il me semble que c'est l'aspect le plus important, et d'ailleurs le terme lui-même le contient, c'est l'unité de l'Afrique, de ses diasporas, et puis la jonction entre les terres qui sont les terres qui sont très, très extérieures au continent et nature interne qui peut être exister. À cette réalité qu'il faut peut-être mettre en exergue, qui est très, très importante, c'est que le panafricanisme ne naît pas nécessairement sur le continent africain. Il naît dans les diasporas. Moi, il y a 10 ans, ça ne nous rajeunit pas. J'avais eu le grand bonheur de recevoir Hamzat Boukari. Il venait de publier son livre Africa Unite, qui dresse justement cette fresque formidable du panafricanisme. Et ce sont ces marqueurs-là qui sont des marqueurs importants, c'est-à-dire une unité de l'Afrique. On a parlé d'une unité militaire, d'une unité économique, d'une unité politique et parfois même d'une unité linguistique. On a même formulé parfois l'idée de langue véhiculaire qui pourrait, à l'échelle du continent, nous unifier. Donc, il y a dans cette dynamique très, très importante de définition à laquelle on parvient, l'idée que l'Afrique est une, potentiellement indivisible, et que cette identité-là, elle naît d'une condition commune, d'une aspiration générale à la libération, mais aussi d'un idéal de réalisation et d'accomplissement à la fois économique, social et culturel. Et c'est là où on s'inscrit dans une perspective qui est très, très longue. Alors, pour ne pas tout à fait déflorer la question qui me paraît venir après, c'est la question du panafricanisme de gauche, parce que la question n'a pas encore été posée. Je m'en tiendrai là, et parce que cette image, cette histoire est forcément traumatique, parce que les aspirations ont été contrecarrées parfois par des échecs, par des trahisons du discours, par l'empêchement d'un ordre post-colonial qui a perduré. Donc, c'est dans la tourmente de cette histoire très, très agitée que s'inscrit la dynamique panafricaine, avec à chaque fois qu'il y a des chocs à l'échelle du monde, des formes de transformation.
parce que les étapes que l'on vit, le panafricanisme en 1960 n'a pas forcément les mêmes outils de lutte par rapport à la chute du mur de Berlin. Ce n'est pas tout à fait la même chose quand il y a la révolution iranienne, ce n'est pas tout à fait la même chose quand les attentats du 11 septembre se produisent, ce n'est pas tout à fait la même chose quand on était en période afro-pessimiste, ce n'est pas tout à fait la même chose quand on est en période afro-optimiste, ainsi de suite. À chaque fois, un mot que je n'aime pas, hélas, mais qui semble s'imposer maintenant dans beaucoup de discours, c'est le narratif. Les narratifs ont beaucoup évolué, les récits sur l'Afrique ont beaucoup évolué. Ce qui ne change pas et qui a toujours contrecarré l'émergence d'un panafricanisme conquérant, c'est que le récit a toujours été exogène. Le discours, l'épicentre du discours sur l'Afrique pendant la colonisation a été émis depuis justement l'extérieur du continent. Et puis le discours de correction, le contre-discours, parfois a été émis aussi en dehors du continent. Et donc c'est pourquoi quand, dans le texte que vous avez lu, vous avez mentionné cette chose importante, je ne sais pas si on y est pour l'instant ou c'est quelque chose qui est à l'horizon, est-ce que c'est à partir de l'Afrique qu'on regarde le monde aujourd'hui? Est-ce que ça relève d'une lecture optimiste, réaliste? Il me semble qu'on pourrait peut-être l'évoquer au gré de la discussion. Voilà de façon un peu ramassée une définition qui n'en est pas une, mais qui essaie de retisser des bouts d'époque historique autour de la matrice commune qui, elle, est restée inchangeable et inchangée, c'est-à-dire l'unité de l'Afrique. Merci beaucoup pour cette définition déjà bien riche. Cher Astou, je me tourne vers toi et je te pose la même question en allant peut-être en ajoutant un élément complémentaire. Quand on dit panafricanisme, de ton point de vue, puisque la définition a été posée, bien sûr, merci à toi de compléter depuis les éléments que tu juges bon de rajouter, mais est-ce que ce panafricanisme existe? Est-ce qu'il y a un modèle, de la même manière qu'on parle de démocratie et du vœu pieux de cette démocratie qui veut dire le pouvoir par le peuple et pour le peuple, et on a du mal à identifier entre guillemets un modèle à suivre et dire voilà une nation qui le met en pratique et qui dans les usages, on peut s'en inspirer. De la même manière, je pose cette question pour le panafricanisme. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il vit quelque part d'une manière qui permet de l'illustrer de manière tangible? Voilà, quel est ton retour là-dessus? Et puis, effectivement, après, on associera les deux. La question du panafricanisme de gauche. Quel est l'intérêt de rajouter cette dynamique de gauche après le panafricanisme? Merci beaucoup, Astou. Merci à toi, Arlande. Merci à la Fondation, de la direction aux différents pôles et puis à tout le monde. Et j'aimerais aussi m'arrêter un peu sur le professeur Daniel Etonga Mangelele, décédé hier, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, c'est une mauvaise nouvelle. On a une pensée pieuse pour lui. Et comme l'a dit tout à l'heure Elaï Souleymane Gassama, que la terre lui soit légère, comme on dit chez nous. Et donc, je salue tout le monde, également Elaï Gassama. Moi, je vais être un peu plus, on va dire, terre à terre, un peu plus primaire. Et ce qui va m'amener, en fait, dès le départ, à me positionner, c'est-à-dire dans la mesure où les discussions sont déjà posées sous forme de questions, qu'est-ce que le panafricanisme de gauche? Je vous dirais rapidement, en inversant les choses, je ne peux pas répondre à la question dans la mesure où le panafricanisme de gauche n'existe pas, à mon sens. Et je dis bien à mon sens. Et donc, pourquoi je me demande si on n'a pas une sorte de périssologie. Vous avez parlé tout à l'heure, vous en avez parlé au début de vos propos. Et je pense que le professeur Angelele aussi l'a sous-entendu dans son texte. Je me permets ainsi de poser la question autrement, en fait. Pourquoi n'est-il pas intéressant de dialoguer autour d'un panafricanisme de gauche? Et là, vous m'autoriserez à partir sur des définitions conceptuelles, mais de façon très, très, très primaire. Il s'agira, en fait, excusez-moi rapidement.
vous m'excuserez. Vous m'entendez? Oui, parfaitement, merci. C'est tout bon. Et donc, je disais, si je ne m'abuse, que je vous m'autoriserai une définition très terre-à-terre en partance. Et puis ensuite, je vais voir rapidement ce que c'est que le panafricanisme, le panafricanisme dans son historique en tant que mouvement, en tant que processus également. Et 3 écueils m'empêchent d'avoir un tropisme pour le panafricanisme de gauche, que je niais tout à l'heure. Avant de revenir sur ce qui se passe actuellement, sur les mouvements qui prétendent être représenter le panafricanisme de gauche. Et donc, on rappelle, pour définir le panafricanisme, on va étymologiquement rassembler le pan, le africain et puis le isme, on décortique. Le pan, c'est l'ensemble, le regroupement, comme l'a dit tout à l'heure Souleymane Yassama, et puis africaine qui fait rappel à l'Afrique, et le isme, enfin, le suffixe isme qui en fait a trait à un dogme, à une idéologie. Et donc, à partir de ce moment, on se dit, il y a une union, une unité, on semble tendre vers une unité, c'est à l'horizon, c'est dans le futur. On semble aussi faire appel à une idéologie qui se baserait sur l'Afrique. Mais quand on prend le africanisme juste, en fait, on a envie de dire que c'est par rapport au reste que cela fait allusion. Mais les restes de l'Afrique en partant d'ailleurs, c'est-à-dire en ayant un angle de vue de l'étranger, d'où justement le panafricanisme pensé depuis l'étranger, qui va contrebalancer ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la vision du professeur Manguelele et ce qu'on va regarder aujourd'hui à partir de l'Afrique. Peut-être que ça va changer les choses et peut-être que ça fera aussi qu'on puisse parler de panafricanisme de gauche ou de droite. Maintenant, s'agissant de la gauche, parce que ça, c'est aussi important. La gauche, comment est-ce qu'il faudrait la comprendre, la définir? La gauche, c'est par rapport au contexte français. Ça rappelle la Révolution française, 1789. Ceux qui sont pour le roi, ça s'asseyent à droite. Ceux qui sont contre le roi, ça s'asseyent à gauche. C'est comme ça que c'est parti banalement. Et c'est ce qui se fait encore au Parlement français jusqu'à présent. Mais il faut voir que la gauche fait aussi appel à une justice sociale, à une société plus égalitariste, à une institution, je ne dirais pas forcément à un État, mais à une institution, une autorité publique qui prend en charge tout simplement ces populations. Contrairement à une droite qui se veut beaucoup plus méritocrate, beaucoup plus stratifiée, une société stratifiée qui l'accepte en fait dans son dogme, qui le porte ainsi. Et c'est à ce titre-là que je vais dire d'emblée, rien que le lieu, c'est-à-dire la France, le système impérial qui expliquerait le contexte de 1789, pourrait permettre de dire à partir de 1789 qu'on ne peut pas forcément songer à un panafricanisme de droite ou de gauche, puisque le panafricanisme non seulement fait appel à une unité, à une union, à une idéologie, mais en même temps, c'est une idéologie qui fait face à une autre. D'où justement ce que je disais tout à l'heure. Le panafricanisme en tant que mouvement. En tant que mouvement, le panafricanisme est une réaction par rapport à une situation. C'est un mouvement de résistance, de lutte, dirait d'ailleurs Marcus Garvey, et d'une lutte, de lutte au pluriel de libération. Celui dans lequel africaines, afrodescendantes, etc., sont privées de dignité. Et le contexte, c'est l'esclavage. Tout à l'heure, vous avez parlé du contexte d'indépendance d'Haïti, donc de la République Saint-Domingue, avec Toussaint Louverture, de Saline, etc. C'est dans ces contextes-là, en fait, que ça a commencé, et on ne parlait pas encore de panafricanisme, mais de panégrisme, on va dire. Parce que tout simplement, les esclaves noirs avaient envie de se libérer
avait envie de sortir du joug du maître et d'être libre de se faire entendre. Mais comment? En ayant un lien avec l'Afrique, le lieu de départ, en trouvant un pont avec l'Afrique. Et ce pont était tout trouvé culturellement, avec les rites, avec une certaine praxéologie, on va dire. Et tout ça faisait que, justement, 1791, le contexte de la libération de la République Saint-Domingue, c'était lors d'une cérémonie vaudou. Le vaudou qui vient de l'Afrique, et il n'y avait pas que ça. Il y avait d'autres pratiques, d'autres rites, et même le monothéisme qu'on dit après venir de l'Arabie ou encore de la Grèce, etc., de Rome, entre autres. Ce monothéisme-là, tel que pratiqué en Afrique, était apparent, notamment dans les camps, comme on les appelait, dans les camps d'esclavage en Colombie, en Jamaïque, ce qu'on a appelé les camps de marrons, etc., les palanquets, entre autres. Et donc, c'est vraiment dans ce cadre-là que ça a pris une émergence, que ça a émergé, que les réflexions ont commencé à avoir lieu. C'était à la fin du 18e, début 19e siècle. En avançant, qu'est-ce qui se passe? C'est que, je dis 18e, mais c'est fin 18e siècle, début 19e siècle, fin 19e siècle, début 20e siècle, pardon. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que 1900, rapidement, il y a le premier congrès africain, panafricain. Premier congrès panafricain où on voit des têtes, des figures. Et ça, ce qui va nous permettre d'y arriver, c'est vraiment le panafricanisme en tant que processus, au-delà du mouvement. Processus, pourquoi? Parce que tout simplement, il y a une date qui fait qu'on parle de panafricanisme. Le mot apparaît. Le mot apparaît, mais encore une fois, pas en Afrique. Le mot apparaît à partir de la diaspora, à partir des Amériques, comme on disait. Et c'est là où on organise, on a une pensée, on songe à organiser le premier congrès panafricain. On aura dès le départ quelqu'un comme William Du Bois. William Du Bois qui le pense avec un autre Sénégalais, Blaise Diagne. Ils organisent, parce que Blaise Diagne avait la possibilité d'entrer, d'avoir le réseau qu'il fallait pour pouvoir organiser le premier congrès panafricain en Grande-Bretagne, exactement à Londres. Et ça s'est fait. Ça se fait, mais quelques mois plus tard, qu'est-ce qui se passe? C'est que les deux n'avaient plus la même vision des choses. Le panafricanisme dont on a parlé n'était pas le même chez Du Bois. Et donc, il y a déjà des branches, il y a déjà des scissions qui se passent. Du Bois trace sa route. Blaise Diagne sort de cet aspect-là et finalement, il ne s'est jamais fait lui-même appeler panafricaniste comme l'a fait des Du Bois, les Patmore, entre autres. Et ça a avancé, ça a évolué. Et cette évolution va conduire jusqu'au 5e, je passe sur le 2e, le 3e, etc., jusqu'au 5e congrès panafricain, 5e congrès panafricain, où on ne verra pas que des hommes, hein, même si on invisibilise souvent les femmes. On avait par exemple les 2 Emmy de Marcus Garvey, ces 2 femmes de façon successive, qui vont en fait intervenir. Et même avant, au début du XXe siècle, c'est-à-dire en 1900, on avait encore des femmes qui étaient présentes. Mais 1945, on a des bribes aussi, des scissions qui vont avoir lieu. Donc, les étudiants de la Fayence, dont parlait tout à l'heure Souleymane Gassama, et puis la WASU aussi, des étudiants, de ces étudiants-là vont avoir aussi des gens qui vont se dire, rester sur la même ligne, et d'autres qui vont se dire, parce qu'on a des fonctions qu'on occupe. C'était Senghor, c'était aussi un peu avec Houphouët-Boigny, entre autres, qui vont rester sous ce joug-là français parce que tout simplement, ils voyaient peut-être des intérêts, je ne dirais pas personnels, mais des intérêts qui pour défendre leur pays, qui ne leur permet pas en fait de se ranger dans le panafricanisme de départ originel. Et ce panafricanisme était toujours conduit par celui qui a vraiment longuement vécu, Du Bois, avec les Patmore,
mais qui sont rejoints par la suite par Marcus Garvey, qui était plus jeune, qui sont rejoints aussi par la suite par Kwame Nkrumah, entre autres. Et donc, jusqu'en 1945, c'était là. Et comme je disais tout à l'heure, dans ce processus-là, on en arrive jusqu'à quelqu'un qu'on a appelé Thomas Sankara dans les années 80, mais pas que. Il y a eu entre-temps Amilcar Cabral, entre autres, entre la Guinée-Bissau et le Cap-Vert. Et donc, ceux-là ont été plus ou moins ceux qui représentaient les têtes de file du panafricanisme. Entre-temps, Senghor, Houphouët, etc., c'était des hommes politiques, ils étaient des présidents très proches de la gauche française. Cela ne leur a pas empêché d'être proches de la gauche. Et donc, tout à l'heure, quand je parlais de 3 écueils qui m'empêchent tout simplement de penser à un panafricanisme de gauche, c'est surtout donc le premier écueil, dirais-je, c'est par rapport à ce que voulaient au départ les panafricanistes. Les panafricanistes, dès le départ, se sont dit, on veut l'unité. Au-delà de l'unité, on veut rompre avec la déshumanisation de la race africaine. On veut rompre avec l'esclavage, parce que c'était le contexte. On veut s'unir, soit pour rentrer en Afrique, et c'est ce que les gens ont appelé au départ le panafricanisme remigrationniste pour remigrer vers l'Afrique, etc. Ou bien on reste là, comme Du Bois l'a fait, etc., avant de venir en Afrique. Donc, il y a Firmin, puis d'autres, Blyden, etc. Donc, ce sont ceux-là qui sont restés et qui ont marqué, en fait, vraiment ce pont qu'il y avait entre le panafricanisme et ceux qui n'étaient pas panafricanistes. Et ceux qui n'étaient pas panafricanistes, c'était quoi? Je dis d'abord, il y a une rupture avec l'esclavagisme. Ensuite, deuxième pont, qui va faire justement, entre-temps que les étudiants aient grandi et soient de vrais hommes politiques, les Kwame Nkrumah, etc., Julius Nyerere avec Sadio Maa de la Tanzanie. Et donc, cela arrive quand? C'est-à-dire un peu avant les indépendances. Et c'est la période de la colonisation. Donc, il y avait une rupture, un souhait de rompre, on parlait tout à l'heure d'horizon, de rompre avec la colonisation. On en a fini, oui, avec l'esclavagisme, on va en finir avec la colonisation. Et ça, c'était pour Kwame Nkrumah, le fameux conscientisme. Ensuite, il y a eu quoi? Il y a eu la décolonisation, ce que Kwame Nkrumah appelait le néocolonialisme, et il fallait aussi rompre avec ce système-là. Donc, il y avait une rupture entre deux systèmes, un système qui se veut panafricain, panafricaniste, et puis un système qui était là et qui partait, qui émergeait depuis plusieurs siècles, on va dire depuis le 15e siècle avec l'entrée en vigueur de l'esclavage, etc. Donc, il fallait rompre avec ça. Rompre avec ça, et qu'est-ce qui représentait ce système-là? C'était l'impérialisme, ce n'était pas forcément la droite, mais c'était tout un système. Et il fallait juste se poser en anti-système. Je parle comme le nouveau pouvoir actuel au Sénégal, mais il fallait en fait se positionner en tant qu'anti-système. Donc, deuxième chose qui me permet de dire l'esclavage, la rupture avec l'esclavage, la rupture avec la colonisation, la rupture enfin, troisième écueil, avec ce que j'ai appelé la décolonisation, plutôt le néocolonialisme pour parler comme, comment il s'appelle, comme Kwame Nkrumah. Et donc, il fallait lutter contre quelque chose, lutter contre quelqu'un, il fallait résister. Lutter contre le néocolonialisme auquel il fallait trouver des solutions. Et c'est un processus ou un mouvement, comme on peut l'appeler, mais dans tous les cas, si on suit cette perspective critique et puis cette perspective historique qui a été la mienne, on s'en tient là. On se dit qu'en fait, il y a un système contre un système. Par contre, ce qu'il ne faut pas souligner, c'est que tous les hommes qu'on a cités ici, que ce soit Houphouët, que ce soit Senghor, que ce soit les Patmore, Du Bois, Nkrumah, entre autres, Sankara, ce sont tous des hommes de gauche, politiquement parlant. Pourquoi? Parce que c'était le contexte, et puis au-delà du contexte, c'est une sorte aussi
d'adhérence à une idéologie politique, encore une fois, alors que le panafricanisme se veut plus large. Et c'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, Souleymane Gassama a parlé de Bob Marley, de Myriam Makeba, de Mongo Betty, de Cheikh Anta Diop, pas l'homme politique forcément, mais l'écrivain, le chercheur. Et donc, ça avait une dimension plus que politique, économique, sociale, comme d'ailleurs ça a été la vision de quelqu'un comme Kwame Nkrumah, qui en fait va porter son message en se disant que non seulement l'unité de l'Afrique et de sa diaspora est possible, mais une pensée politique, une épistémée est possible, plus que la praxéologie. Il fallait penser et rompre avec la pensée, entre guillemets, blanche. Et c'est ce qui a fait que, en réalité, tous ces hommes-là avaient qu'une seule alternative. L'ennemi de mon ennemi est mon ami. Qui est l'ennemi? C'était le système impérial. En 1946-47, début de la guerre froide, c'était le capitalisme qui s'oppose au communisme. C'était le capitalisme qui semblait symboliser ce qui a conduit à l'esclavage, au colonialisme, etc. Et donc, il faut forcément se ranger de l'autre côté. L'autre puissance, c'était quoi? C'était le communisme, c'était le socialisme. Et c'est ce qui a expliqué que ces panafricanistes se soient rangés de ce côté-là. Que des panafricanistes avaient comme ligne droite en prenant l'avion, le Cuba, pour rejoindre Castro, pour rejoindre le Che, etc. Et à partir de là, moi, je me dis que depuis un certain temps, et je reviens à la question finalement, depuis un certain temps, j'entends très souvent le panafricanisme de gauche. J'ai même lu un appel au panafricanisme de gauche. Mais tout ce que je viens de dire m'empêche de croire à un panafricanisme de gauche, encore une fois, ou de droite. Peut-être qu'en se mettant du côté de l'Afrique, on pourra penser sous cet angle-là. Et je me dis toujours aussi, pour finir, que le jour où je verrai de visu, où je rencontrerai le président actuel du Sénégal, que j'ai entendu parler de panafricanisme de gauche, je lui poserai la question. Et sans doute, quand il m'aura donné la réponse, je reviendrai vers vous, Arlande, Colline, pour vous donner la réponse. Pour l'instant, cela ne me parle pas. Je vous remercie. Et encore une pensée pieuse pour le professeur Manguelele. Merci beaucoup, Astou, pour ces propos. Il y a plein de choses à en retenir. Alors déjà, quand on introduit en disant le panafricanisme de gauche, je ne peux pas le définir parce que pour moi, il n'existe pas. Comment définir un terme qui n'a pas d'existence? Ce que j'arrive à comprendre dans ce qui a été dit, qui est intéressant, et ça me fait me retourner aussi directement à la fois vers Souleymane et à nouveau vers toi, cher Astou, c'est de dire que finalement, quand on parle de gauche, on parle d'abord d'une conception qui est occidentale, parce qu'il fallait au départ se dire qui est pour le système monarchique en place et qui a servi le peuple, et donc serait à droite, et à gauche, celui qui est contre ce système monarchique, et donc on parle déjà depuis une pensée qui n'est pas africaine. Ça, c'est déjà un premier point. Le deuxième point que j'entends, c'est de dire que le panafricanisme, à la fois comme il a été présenté par le professeur Manguelele, qui n'est pas juste une pensée politique, mais qui va bien au-delà, puisqu'on intègre les acteurs de la culture, on intègre les philosophes, donc qui ne peut pas juste se ranger d'un côté politique droite ou gauche, mais qui va bien au-delà de ça. Donc, c'est compliqué de venir le ranger finalement dans une case d'un penchant gauche ou droite, d'un penchant politique. Ça, c'est le deuxième point. Et puis, il y a un troisième point que j'entends et qui finalement, c'est bien ça, ce panafricanisme, finalement, il naît par des personnes qui ont été arrachées à leur terre africaine et qui se posent la question de qu'est-ce que l'identité, qu'est-ce que mon identité? Et donc, une fois qu'on a dit ça, je me tourne vers vous deux et vers Souleymane en disant le panafricanisme, on sait le définir. Le panafricanisme de gauche, finalement, pléonasme, non existant, qu'est-ce qu'on en fait? Et moi, j'ai aimé ce qui a été dit tout à l'heure, qui était de dire,
à la fois dans ce qui a été introduit, ce qui a été posé par le professeur Mengele, c'est à la fois on fait un constat d'une réalité, un panafricanisme qui vient d'abord de peuples qui ont été arrachés à leur terre et qui se reposent la question de leur identité et du comment ils rentrent chez eux et du comment, ensemble, avec ceux qui sont restés, ils bâtissent un territoire au-delà de ces zones géographiques, mais qui sortent de l'asservissement, de l'impérialisme et du colonialisme et qui existent pour lui-même et de manière unie avec les siens. OK, ça c'est un point de départ. Ensuite, comment depuis cette Afrique maintenant, on regarde le monde et on se tourne vers le futur? Qu'est-ce qu'on fait de tout ça? Puisque c'est presque du pléonasme de dire panafricanisme de gauche, puisque le panafricanisme de base, il est orienté vers cette approche sociale, anti-libéralisme. Si on devait dire plus dans l'égalité que dans le chacun s'en sortira, pourvu que l'approche marxiste finalement, de dire que l'individualité ou la recherche comment on appelle ça, de la réussite individuelle devra concourir par je ne sais trop quelle main invisible à la réussite commune, mais plutôt de dire comment on fait corps ensemble. Comment on se tourne vers le futur depuis ce point de vue-là? Est-ce que finalement cette pensée depuis l'Afrique, elle peut exister? Et est-ce que finalement c'est pas ça, cette question qu'on est en train de se poser ensemble? Je sais que vous avez commencé un petit peu à l'introduire tout à l'heure, Souleymane, mais puisque Astou nous a posé le contexte en disant panafricanisme de gauche, ça n'a aucun sens. Vous dites quoi à ça? Alors, je laisse l'entière responsabilité d'une décision aussi tranchée à ma collègue Astou. Il me semble, pour connaître les auteurs de ce texte et pour les suivre dans leur évolution politique et puis dans leur adossement idéologique, que c'est peut-être plus son projet qu'une affirmation. Alors, cela part, je crois, d'un constat, c'est que l'échec de projets politiques conduit parfois à une certaine forme de radicalité. Et tous les marqueurs qu'on a cités de la gauche, la justice sociale, la solidarité, l'unité, l'horizon, le processus, on l'appelle comme on veut, l'aspiration, une fois au pouvoir, ont parfois tourné au vinaigre. Et c'est là où le panafricanisme a rebasculé très, très souvent dans les marqueurs de droite. Et ça a d'autant plus une actualité que la séquence politique très, très agitée qu'on connaît aujourd'hui sur le continent voit une conception justement très, très gaillarde, très, très belliqueuse, avec une restriction des libertés, avec un déni de démocratie, ainsi de suite. Et je crois que c'est pour se démarquer de ces embryons de panafricanisme qui ne sont pas tout à fait aboutis, qu'un groupe de jeunes chercheurs se sont dit, pourquoi pas essayer de redonner toute la dimension de gauche, quand bien même ce serait un pléonasme, quand bien même ce serait une évidence, on va réussir ce tour de force par la sémantique qu'on essaie de mettre sur place, d'essayer de faire émerger l'idée que le progressisme, que la lutte pour l'égalité des droits, l'inclusion des femmes, ce qui était par exemple très très cher à Thomas Sankara, puissent redevenir justement des éléments importants de l'offre politique. Moi, c'est la lecture très très optimiste et assez distanciée que j'ai de ce projet et de ce texte-là qui a été publié sur un site que je connais bien pour y avoir été chroniqueur pendant de longues années, ce n'est plus. Et donc, il me semble que les signataires de ce texte se disent il y a une opportunité de reconnecter le panafricanisme avec ses valeurs originelles et qu'il faudrait abonder dans ce sens-là. Est-ce qu'ils le font avec toute l'habileté requise? Est-ce que l'étiquette nominative qu'ils ont trouvée comme panafricanisme de gauche est-il opérant? Est-ce que justement, ce n'est pas parfois en contradiction avec la diversité des profils qu'il y a dans le spectre panafricain? Bien sûr, il y a quelque chose, c'est quelque chose voilà, peut-être à mener, parce que nous sommes tous ici, je crois, des chercheurs. Moi, je suis un apprenti chercheur. C'est peut-être quelque chose, une question à leur poser directement. Alors, pour revenir justement sur l'intervention au spectre historique très large
Astou. Je pense que ce qu'elle a dit est parfaitement juste sur la question de la gauche, la naissance de la gauche. Mais j'ai tendance à faire une distinction, à opérer cette distinction entre ce qui relève de l'histoire de la gauche, de façon située, territorialisée, avec justement des événements historiques qui vont le propulser comme justement un corps politique avec des idées, avec une appartenance, et ce qui est devenu une forme de logique juste de positionnement, c'est-à-dire ce qui relève de gauche n'est pas nécessairement quelque chose qui appartient à la gauche française. C'est-à-dire, on va faire à chaque fois aujourd'hui, quand on va au Mexique, quand on va aux États-Unis, on va identifier le Parti démocrate comme un parti de gauche et le Parti républicain comme un parti de droite, et ainsi de suite. Donc, en fait, l'histoire de la gauche, elle évolue aussi. La gauche n'est pas un adossement national, n'est pas un adossement continental, mais là où les choses se corsent, pour nous, en Afrique, c'est que très souvent, les schémas ont été importés tels quels. Et très souvent, des pouvoirs dits de gauche ont cohabité avec des féodalités, avec des castes, avec justement cette inégalité qui est très présente dans beaucoup de populations et dans beaucoup de sociétés africaines. Mais il me semble que là, dans l'usage qu'ils en ont fait de leurs termes, je passe, c'est terrible pour leurs défenseurs, assez signataires de ce texte, ce que je ne suis absolument, je pense qu'ils se disent, et si on revendiquait parfaitement le mot de gauche, alors qu'aujourd'hui, les expériences qu'on est en train de voir sont en train de tourner d'une certaine manière au vinaigre pour redonner la gauche une certaine forme d'épaisseur, une certaine forme d'actualité. Cela étant, ça ne règle pas les problèmes, les questions, parce que là, peut-être donner quelques exemples, parce que le panafricanisme, certes, c'est une idée, c'est une aspiration, c'est un désir de se retrouver, c'est une lutte, c'est une émancipation, c'est un combat. Voilà, la foultitude de définitions que l'on pourrait trouver est parfaitement légitime. Mais le panafricanisme a eu aussi un projet politique. Un projet politique, on a parlé de Julius Nyerere, on peut parler de Jomo Kenyatta, on parlait même dans une moindre mesure de nous, un président qu'on a eu, qui a écrit un livre qui s'appelle « Un destin pour l'Afrique », il s'appelle Abdoulaye Wade. On peut parler de tous ces gens qui ont été aussi à présence africaine, des auteurs, mais la politique chapeaute tout. Toute idée est fondamentalement politique, et surtout toute idée d'unité et toute idée d'aspiration collective. Et donc, le panafricanisme, il change de nature une fois au pouvoir, parce que le désenchantement post-indépendance, la trahison parfois que les populations ont eue entre la distance qui existe entre le discours fédérateur et la réalité de l'émiettement, que ce soit un émiettement communautaire, que ce soit des conflits religieux, que ce soit un morcellement territorial dont la perspective coloniale parfois est connue, ainsi de suite, sont venus contrarier les plans de ce panafricanisme. Et quelles sont aujourd'hui les entités à l'échelle du continent qui peuvent avoir ce levier mobilisateur et puis ces puissances fédératrices, justement, pour que, de manière générale, on ait un panafricanisme qui puisse, au niveau militaire, au niveau économique, au niveau social, se reconnecter avec cette idée originelle-là, ça, on ne peut pas tout à fait aussi l'évoquer, sans évoquer les contextes mondiaux. Les contextes mondiaux jouent aujourd'hui aussi sur l'Afrique. Astou l'a rappelé également. Moi, quand j'ai travaillé sur l'affaire, ce qui était intéressant, c'est de voir que ce qu'on appelle les néo-panafricains, on ne va pas ouvrir ce chapitre qui peut être chronophage et qui est potentiellement radioactif. Ce qu'on appelle les néo-panafricains, quand on regarde leur discours, très souvent, on dit, mais c'est radical. Je vous invite, si jamais la curiosité vous prend, d'aller regarder les manifestes de la FEANF. Les manifestes de la FEANF qu'ils ont écrits dans les années 50. C'est des manifestes autrement plus violents que ceux qu'on a entendus récemment. C'est-à-dire les termes qu'ils utilisent. Et puis à l'époque, ils étaient aussi adossés idéologiquement à un parti qui les a soutenus, c'était le Parti communiste français, dont il utilisait à la fois la logistique de parti, la logistique financière, ainsi de suite. Donc là, d'ailleurs, ça crée encore une fois certaines formes de complicité entre les panafricanismes et une option, une orientation qui est clairement à gauche de l'échiquier politique. Donc, il me semble que
ce qui serait intéressant, c'est de voir comment il y a eu peut-être un angle mort dans la transmission où le panafricanisme ne, n'a pas eu une forme de continuité en termes de solidité à la fois idéologique, euh, épistémologique, médiatique, politique, quand il s'est opéré, par exemple, une rupture. Et là, pour le coup, je ne fais aucune forme d'affirmation ni d'hypothèse, c'est plutôt des questions que j'ai. Comment, aujourd'hui, définir ce qui serait le panafricanisme? Et là, j'ai des questions. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fédère? Qu'est-ce qui mobilise particulièrement ce qu'on appelle les cadets sociaux, bien sûr, chez nous, les femmes et les jeunes? Qu'est-ce qui mobilise les jeunes Africains? Je vous pose la question pour élargir un peu la discussion. Qu'est-ce qui, aujourd'hui, à l'échelle du continent, peut regrouper les jeunes de manière générale, pour qu'ils aient envie à la fois de participer, pour qu'ils aient envie justement de contribuer massivement, pour qu'ils réincarnent ce qui a été toujours au cœur de cette quête et de cette aspiration, c'est-à-dire une volonté d'accomplissement et de réalisation. Et c'est là où peut-être qu'on trouve des réponses qui ne sont pas parfois particulièrement, je ne dirais pas satisfaisantes, mais qui n'inspirent pas tout à fait l'espoir. Parce que justement, cette énergie du panafricanisme peut parfois être captif d'énormément de choses, de ressentiments, de volonté de régler des comptes, de dévoiement, et justement, et de discours parfois parfaitement simplistes, au risque parfois d'oublier la perspective historique qu'au gré de cette discussion, on a essayé parfois de décliner. Voilà, donc pour ramasser un peu les choses et peut-être laisser l'échange s'épanouir avec les interactions avec ceux qui nous suivent, dire juste que je pense que c'est un coup de ruse, ce texte, sur le panafricanisme de gauche. C'est un coup de ruse. Et d'ailleurs, ils ont réussi leur pari. Parce qu'aujourd'hui, on se retrouve à en parler. Et d'une certaine manière, ils se disent, oui, c'est pas mal. On sait que c'est un pléonasme, mais on a envie de faire émerger une nouvelle utopie politique. Et cette utopie politique, bien sûr, nous qui sommes voilà, parfois dans nos clubs d'initiés, voilà, on peut savoir quels sont les embranchements historiques, quelles sont les réalités techniques, mais je pense qu'il faut toujours en politique une bonne dose d'insouciance. Trop de lucidité tue le rêve, et je n'ai pas envie de tuer le rêve de mes amis. Merci beaucoup. Ce que j'entends, c'est beaucoup de choses ont été dites, mais dans cette logique de se tourner vers demain. Ce que j'entends, c'est finalement cette question que pose le panafricanisme au départ. C'est un projet d'abord fédérateur autour d'une volonté de rompre avec la déshumanisation et la déconsidération. C'est d'abord ça. Et ensuite, les contours vont se dessiner, vous l'avez dit tous les deux, en réaction à un certain nombre de choses et évoluer. On est dans quelque chose qui n'est pas statique, mais qui est purement dynamique et qui va répondre en fonction du temps. Vous avez parlé de néo-panafricanisme, on ne va pas rentrer dedans parce que sinon, Colline nous sortirait de la conférence parce qu'elle dirait qu'il est trop tard, mais j'entends bien à la fois ce côté de dire, OK, puisque l'essence, c'est d'abord qu'est-ce qui fédère, qu'est-ce qui redonne à l'Afrique et à ses descendants l'unité et l'identité fière qui est la leur et qui est à ne pas bafouer. Et aujourd'hui, donc, si on devait se reposer cette même question de départ, qu'est-ce qui fédère et qu'est-ce qui est un projet suffisamment engageant et mobilisant pour les Africains et leurs descendants? Et j'aime bien cette question d'utopie politique. Quelle serait cette nouvelle utopie politique pour l'Afrique et les Africains avec un grand A et afro-descendants? Astou, et avant et après ça, moi, j'arrête de poser des questions parce que je sens que dans le chat, il y a beaucoup de questions qui sont déjà prêtes. Astou, c'est la question que je te pose avant qu'on ouvre le débat à nos chers collègues qui nous suivent avec beaucoup de fidélité parce que ça n'a pas beaucoup changé, c'est-à-dire que les gens sont rentrés en masse et ne sont pas partis tellement l'échange. J'ai eu quelques-uns dire est-ce qu'on aura les enregistrements, etc. C'est la dernière question que je te pose avant d'ouvrir les questions aux participants. Selon toi, tourner vers l'avenir, si on garde cette essence,
Le panafricanisme qui réunit, qui redonne l'identité, qui rompt avec la déshumanisation, quelle serait l'utopie politique qui pourrait justement mobiliser, engager suffisamment l'Afrique et les Africains, les Afro-descendants avec un grand A? Merci. Merci beaucoup, Colline. L'utopie politique pourrait peut-être partir de ce fameux texte, justement. Et peut-être que ça a été posé pour cela. Après moi, j'entends encore panafricanisme de gauche. J'avais d'ailleurs posé la question à l'un d'entre eux, l'un d'entre ces auteurs en fait, du texte. J'avais eu mon explication aussi, que je ne partagerai pas ici, mais dans tous les cas, je comprends le but du texte. C'était déjà de parler du panafricanisme qui semblait déjà ne plus être au devant de la scène, alors qu'on en a besoin sans doute. Poser le débat autrement que anti-France, etc. Je ne m'appesantirai pas outre mesure sur ça. Mais dans tous les cas, aujourd'hui, quand je dis mais qu'est-ce qui pourrait fédérer, qu'est-ce qui pourrait représenter l'utopie politique, souligner que tout part d'une rhétorique, d'un discours. Le panafricanisme même part d'un discours dont ceux qui l'avaient reçu au 18e, 19e siècle jusqu'au 20e siècle avaient envie d'entendre. Aujourd'hui, au 21e siècle, qu'est-ce qu'on a envie d'entendre? Peut-être que justement, c'est tourner le dos, rompre avec la France-Afrique dont on a parlé, rompre avec le néocolonialisme qui revient, qui était utilisé dont faisait usage Kwame Nkrumah, entre autres. Mais ce qu'il faudrait, à mon avis, en tant que réflexion, qu'est-ce qui ferait utopie, qu'est-ce qui pourrait servir, c'est d'abord retourner à nos imaginaires encore, à nos rites, à nos pratiques, relier la praxéologie à la théorie, à la pensée, et donc au savoir et imaginaire. Et cela nous ramènerait à quoi? Cela nous ramènerait à voir qu'est-ce qui fait aujourd'hui le pont, non pas entre l'Afrique et sa diaspora seulement, mais ce qui ferait le pont entre l'Afrique, sa diaspora et le monde, en termes de mondialisation, puisqu'on y est. Qu'est-ce qui ferait le pont entre l'Afrique, sa diaspora et le monde? Et qui fera en fait qu'on puisse être dans ce qu'un historien politique appelle à rappeler, parce que c'était de Deleuze, une compénétration des durées, sans pour autant sortir justement de ce mouvement-là, de ce cycle, et être à jour par rapport à ce qu'on a actuellement, par rapport à ce qu'on aura demain, et qui pourrait peut-être à des moments refléter à ce que d'aucuns appelleront un populisme. Mais quoi qu'il en soit, aujourd'hui, l'Afrique a besoin de se faire entendre et de parler au monde, et de parler aussi à ces diasporas d'où qu'ils puissent être. Et encore une fois, je suis critique par rapport à cette position-là du texte dont parlait tout à l'heure Souleymane Gassama, mais si je me dis c'est pour réveiller vraiment les réflexions et justement en arriver à une utopie, why not, pourquoi pas? J'aimerais rajouter un micro-point. C'est juste pour... c'est une inquiétude que j'ai en regardant le panafricanisme dans son évolution historique. C'est que ce serait une terrible défaite que d'en faire l'histoire d'une identité. Et de fossiliser cette identité, d'en faire une identité fixe, et parfois de rêver à une forme de pureté. Et ça, c'est un danger colossal. Aujourd'hui, avec l'interpénétration du monde, avec les circulations des flux, avec l'immigration, et l'immigration a été importante d'ailleurs dans les conditions hélas tragiques dans l'histoire du panafricanisme. Et quand on va d'ailleurs dans des réflexions qui sont purement économiques, cette diaspora-là aussi a un poids important qui est beaucoup plus fort que ce qu'on a jadis appelé
si maladroitement l'aide publique au développement et les investissements directs à l'étranger. Donc, il me semble que revivifier une idée aussi belle doit se faire en regardant l'horizon, en exploitant le potentiel créatif, en s'inscrivant pleinement dans les courants du monde et en ne rêvant pas d'une forme d'autarcie heureuse. Il n'y a pas au monde un seul pays qui s'est enfermé et qui a atteint la prospérité. S'il y en a dans l'histoire, il y en a eu très, très peu. Et donc, il faut peut-être revenir à ce que disait Cheikh Anta Diop, qui n'a pas pris une ride. Il faut s'armer de science, s'armer de connaissances jusqu'aux dents, ainsi de suite. Et ça, c'est dans le flux du monde, parce que je pense que les bonnes idées humaines ne sont pas racialement colorées. On les retrouve partout. Et donc, dans ce commerce très, très important, où on reçoit, où on donne, il peut y avoir justement un épicentre africain qui devient un élément de redistribution de la force dans le monde. Et je pense que c'est quelque chose d'important. Ne pas faire du panafricanisme une identité, mais voilà, l'aspiration à une création prospère pour tous les Africains. Absolument fabuleux. Merci tous les deux pour ces riches échanges. Plein de questions. J'en pose une et on va ouvrir parce que par souci de comment on appelle ça, d'équilibre et de mettre tout le monde au même niveau d'information, on fait référence à un texte depuis tout à l'heure et ce serait bien de le préciser et je vais demander à ma collègue si elle arrive à le retrouver, à mettre le lien dans les commentaires pour permettre à tout le monde d'être sur le même niveau d'information. Est-ce que vous pouvez repréciser le texte auquel on fait référence depuis tout à l'heure, dans lequel on a cité un certain nombre d'auteurs bien connus, Cheikh Anta Diop, Kwame Nkrumah, on a parlé de Du Bois. Est-ce que vous pouvez juste redonner ces éléments-là, ce qui nous permettrait à nouveau de nous retrouver tous sur un même pied d'information, un même niveau d'information? C'est l'appel au panafricanisme de gauche, si je ne m'abuse. C'était le titre. Merci beaucoup. Avec des signataires. Merci beaucoup. Parfait. Comme ça, on peut redonner les éléments. J'ouvre le temps des questions-réponses. Ma chère collègue Colline, est-ce que tu fais remonter? Merci beaucoup, Zana. Je vois que tu as mis le lien avec beaucoup de réactivité. Merci. Alors, ma chère Colline, est-ce que tu prends les questions? J'ai vu Alors, pas mal de réactions dans le chat. oui, c'est ça. Il y a beaucoup de réactions dans le chat. Donc, soit je te laisse lire, Arlande, les questions, soit, comme on aime bien faire, on peut donner la parole aux personnes qui nous ont écrit pour que ce soit avec plaisir. de leur propre voix. Donc, je vois... Super. Je vois que Diara, vous êtes la première à avoir posé votre question qui était à destination d'Elgas. Donc, si vous êtes toujours là, je peux allumer, en fait, autoriser l'ouverture de votre micro. Il vous suffit d'ouvrir votre microphone de votre côté et normalement, on peut vous entendre si vous êtes encore avec nous. Et on vous entend, oui. Oui, bonsoir. Bonsoir, on est à l'écoute. Merci. Ok, je suis Abdoulaye Diarra, assistant renforcement des capacités et innovation, AGICAD depuis le Mali. En fait, j'ai suivi le débat avec intérêt, ça m'a beaucoup édifié sur les questions du panafricanisme et surtout du panafricanisme de gauche que je n'avais vraiment pas compris. Pour moi, parler de gauche dans un mouvement qui est censé rassembler les Africains, dans un mouvement qui était censé unir les Africains autour de questions qui concernent les cultures et le développement de l'Afrique, ça serait pour moi de remettre en question l'objectif même de la création du mouvement. Mais je vis à travers les détails, surtout des Astou, j'ai beaucoup compris qu'il faut vraiment avoir un débat autour même de la question africaniste de gauche. Du coup, c'était une remarque. Est-ce qu'il y avait une question ou c'était juste peut-être une remarque en complément ou en observation de ce qui a été dit? Oui, effectivement, au début, c'était une question parce que je n'avais pas compris. Et qui a trouvé sa réponse au fil de l'échange, c'est ça? Voilà, j'ai trouvé ma réponse à travers l'intervention de Astou.
Super. Eh ben, merci beaucoup. Ma question était posée à Souleymane Gassama qui me semblait un peu soutenir l'idée. Voilà. Merci, merci beaucoup. Astou a répondu sans le savoir à une inquiétude d'un de nos participants. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Colline, je te laisse peut-être voir. Et comme Oui, ça, on peut je laisse la parole du coup à Marie Boca qui avait une question. Donc pareil, même exercice. Marie, pour ouvrir votre micro, vous pouvez vous exprimer. D'accord, merci aux participants pour ce très bel échange que nous avons tous suivi avec beaucoup d'attention sur qu'est-ce que le panafricanisme de gauche. Je vous remercie également, Arlande, parce que vous nous avez permis de savoir qu'en réalité, cette discussion, ça vient d'un papier qui a été paru sur Séné+, sur un appel au panafricanisme de gauche. Moi, ma question, c'était plutôt par rapport à l'intérêt qu'il y avait à créer encore une nouvelle catégorie de réflexion dans les sciences sociales et de savoir quel est l'intérêt qu'il pouvait y avoir à distinguer entre un panafricanisme de gauche, de droite, voire même un panafricanisme du centre. À qui s'adresse cette question? À tous les deux, j'imagine. À tout le monde. Alors, le débat n'est pas posé sur la base d'un papier, hein. C'est un débat qui a été ouvert par la Fondation et c'est vrai que dans l'échange, on a voulu s'appuyer sur un ouvrage qui justement faisait complètement sens par rapport au sujet. Merci, on avait besoin juste de le préciser. Merci. Je me jette sous le train qui passe. Je reconnais bien là les questions enquiquinantes de ma chère Marie, que je salue au passage. Non, mais il n'y a peut-être pas d'intérêt pour les sciences sociales qui sont abreuvées à la fois de concepts et qui sont abreuvées justement d'orientation que d'ajouter de nouvelles catégories. Ça, bien sûr, on est parfaitement aligné là-dessus. Moi, ce que j'ai avancé, c'était une hypothèse. Et bien sûr, je ne me fais pas le porte-parole des signataires de ce texte, contre lequel j'ai des griefs bien évidents. Mais l'hypothèse que je formule, c'est qu'ils ont essayé de se positionner et de dire peut-être qu'il faut revendiquer la gauche pour que la gauche soit aussi une certaine forme d'horizon politique. N'oublions pas que cette idée vient dans le sillage du nouveau gouvernement sénégalais et du nouveau pouvoir, par exemple, sénégalais. Le nouveau pouvoir sénégalais, dans son programme, évoque la nécessité d'une forme de souveraineté, de prospérité, et s'adosse justement à cette idée-là. Et beaucoup d'ailleurs des spin doctors de ce parti et beaucoup de ces cerveaux qui ont nourri le programme sont voilà, des héritiers parfois de Cheikh Anta Diop et de cette idée de panafricanisme. Comment affranchir le panafricanisme de ce qui peut parfois paraître comme une souillure politique au pouvoir? Je pense qu'il me semble que mais le texte, bien sûr, n'a aucune ambition de proposer une catégorie aux sciences sociales parce que le créneau est déjà très encombré. Mais c'est peut-être pour nous, les chercheurs, justement, l'avantage, et d'ailleurs c'est ce qu'on est en train de faire, de détricoter cela, de le lire avec nos instruments et puis de nous pousser nous-mêmes parfois à mettre à jour et à ajuster nos instruments qui, pour certaines, parfois, peuvent être datés. Mais pour répondre à Diarra, oui, je ne soutiens pas du tout les défenseurs de ce parti. J'ai dit que c'est une hypothèse et pour eux, c'est une forme d'utopie. Il me semble que les gouvernements infiniment en Afrique seront jugés sur une seule chose qui est parfaitement terre-à-terre. Pour revenir à ce que disait Astou, c'est leur capacité à vaincre les problèmes des populations. Tout le reste n'est que fioriture, je crois. Peut-être que notre cher Astou a un mot à ajouter sur cette question de finalement pourquoi encore segmenter la notion de panafricanisme. Mais je pense que les propos ont été relativement assez. Merci. Je pense que ce débat est revenu largement là-dessus. Je pense que pour nous qui réfléchissons sur les sciences humaines et sociales,
toute question est bonne à se poser et toute recherche aussi est crédible, on va dire. Surtout que, effectivement, aujourd'hui, on parle d'une fin des idéologies, entre autres. Il y a de quoi se poser la question de savoir, mais où se trouve justement ce panafricanisme qui était censé unir des enfants d'Afrique et d'ailleurs, mais d'Afrique vivant ailleurs. Où est-ce qu'on en est? Est-ce qu'on va se loger encore dans cette dynamique-là qu'on a toujours eue, c'est-à-dire cette dynamique qui était mi-figue, mi-raisin, qui n'était pas clairement surtout ces dernières années. Et d'ailleurs, je pense que c'est depuis le discours de la Bolle, avec une autre façon de penser la démocratie, entre autres. Est-ce que finalement, il n'y a pas lieu de s'interroger sur le panafricanisme de gauche, puisqu'on a eu en 2000 un président qui se disait être foncièrement panafricain et qui s'est réclamé aussi de la droite à un moment donné. Donc, où est-ce qu'on en est? Alors que j'ai cité des hommes et des femmes qui se réclamaient de la gauche et qui étaient les initiateurs et les porte-étendards du panafricanisme. Donc, il y a de quoi s'interroger là-dessus. Et effectivement, les réflexions peuvent même se poursuivre pour savoir justement aujourd'hui où est-ce qu'on en est. Senghor avait parlé d'enracinement et d'ouverture. Je pense que, bon, je dis très souvent s'il y a quelque chose sur lesquels, quelque chose au pluriel sur lesquels je suis d'accord avec Senghor, ce serait ça, cet enracinement, ce besoin d'enracinement et d'ouverture, s'ouvrir parce que le monde le réclame, s'ouvrir parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas, et Souleymane a dit tout à l'heure, on ne peut pas s'enfermer et se dire oui, on va réfléchir entre nous. Même la Chine, à un moment, a fait un grand bond et s'est ouvert au monde, d'où sa place aujourd'hui économiquement dans le monde et qui n'est pas des moins importants. Merci beaucoup. On a le temps encore peut-être pour une dernière question, Colline? Je pense, oui, peut-être une ou deux. Super. Je vois que la suivante, c'était Marc Cédric. Donc, même consigne, je t'autorise votre micro. C'est bon, vous pouvez l'activer de votre côté. Ok. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Vous on vous m'entendez? entend très bien. La parole est à vous. Oui, allez-y, merci. Ok. Je vous remercie déjà pour la qualité des échanges et puis pour la somme des informations importantes que vous avez pu nous communiquer en aussi peu de temps. Maintenant, ma question à la lumière du texte qui a fait l'objet de ces échanges a évolué. Je vais donc la reformuler ici maintenant. Je voudrais savoir s'il est pertinent aujourd'hui de parler encore de panafricanisme, étant donné que dans les faits et à travers la pratique, on se rend compte que c'est difficile d'implémenter cette idéologie qui reste aérienne, ma foi, parce que les pères fondateurs de l'Union africaine, de l'unité africaine, eux-mêmes ne seraient pas heureux de voir ce qui se passe aujourd'hui. Donc, ma question pour la résumer, c'est de savoir, est-ce que le panafricanisme peut se faire sans que l'Afrique ne soit unie? Ou alors, le cas échéant, le panafricanisme peut-il unir les Africains? Voilà, poser ma question. J'allais dire qui se jette sous le train en pleine course le premier cette fois-ci. Non, très, très rapidement, parce que je pense que je n'ai pas de réponse à cette question qui est très pointue, très, très, très complexe. Mais juste si on ampute notre intitulé de gauche et qu'on l'ampute ensuite de panafricanisme, il ne reste pas grand-chose. Donc, pour aller au-delà de cette boutade, je pense que c'est alors, le panafricanisme, au-delà d'une idée, c'est un esprit aussi. C'est un esprit et puis c'est un totem sacré. C'est une ferme de dette qu'on a vis-à-vis des aînés, de ceux qui se sont battus d'une certaine manière. Est-ce que maintenant c'est un prérequis?
à un développement de l'Afrique, ou si on n'utilise pas le terme développement qui est aussi connoté et très, très situé, à une forme d'essor ou de prospérité, oui, la question se pose. Je donne juste un exemple. Dans mes vieilles études de sciences politiques, fut une période, on avait eu un totem, un prof qui nous expliquait grosso modo que le modèle européen de développement, c'est que la condition de la prospérité économique, c'était l'ouverture démocratique. C'est ce qui a fait d'ailleurs l'Europe de manière générale, des sociétés ouvertes, démocratiques, assez stables et qui conquièrent un peu par le marché après leur force économique. Et nous avons quand même eu récemment la démonstration formidable qu'on pouvait être un pays qui avance sans aucune forme de démocratie. Et la Chine est un contre-exemple parfait. Et l'avancée économique aussi, quand il s'agit des pays du Golfe, ne s'est pas forcément accompagnée d'une ouverture parfaitement démocratique et progressiste. Donc, il a comme ça émergé dans beaucoup d'utopies générales que pas plus la démocratie que les vieilles lunes du progressisme de gauche ne sont des conditions pour avancer. Donc, c'est vrai que si on applique ça à la réalité africaine, on peut dire oui, on peut tout à fait s'exonérer d'une union, une union d'ailleurs qui existe de façon très, très parcellaire, parce qu'il y a un éclatement et que même les institutions qui sont censées redonner du souffle au continent se trouvent être parfois sous perfusion extérieure. Donc, la question elle se pose, mais je pense qu'on lutte contre un esprit et contre un totem sacré, et que jusqu'à présent, avec les diasporas, il y a cette quête à la fois des origines, de la reconnexion et puis l'ambition de réaliser quelque chose pour le continent. À ce titre-là, il me semble qu'il faut distinguer le panafricanisme comme exigence et le panafricanisme comme esprit. Très intéressant. J'ai plein de questions forcément, mais c'est pas à moi de parler. Astou, je vous laisse. Est-ce qu'il y a lieu de rajouter quelque chose à ce que la SDSMA vient de dire? Bon, je pense qu'à un moment ou à un autre, il faut se repositionner. Se repositionner par rapport à l'idée de départ. J'avais parlé d'un dogme par rapport au dogme de départ. Qu'est-ce qui a été fait jusqu'ici? Qu'est-ce qui mérite? Où est-ce qu'on va prendre le train? Il y a quelque chose qui a été construit. Où est-ce qu'on va prendre le train et pour aller où? Et c'est là où moi je me pose des questions, parce qu'en réalité, même avec l'esprit de Nkrumah, par exemple, à un moment, lorsqu'il parlait de panafricanisme en élargissant de façon politique, économique, parce que c'était l'un des rares à avoir un discours économique sur le panafricanisme et un plan économique d'une pensée africaine, avec une pensée africaine. Et donc, même en partant de là, on se dit, mais qu'est-ce qu'il nous faut d'abord? Quelle sorte d'union? Est-ce qu'il faudrait encore une fois, et ça n'a jamais été réglé, l'histoire de, est-ce qu'il faut une fédération d'États, une histoire de fédération des nations, nation-État, État-nation, État-peuple, pour, bien entendu, avoir tout ce qu'on a cité depuis le départ, c'est-à-dire les Africains qui sont restés en Afrique, implantés, et ceux qui doivent ou pas remigrer, même si de plus en plus on voit certains qui recherchent leur ADN pour revenir, etc. Mais dans tous les cas, ce sont des questions qu'on se pose encore. Et il faudrait aussi l'analyser sous un autre angle. Aujourd'hui, le panafricanisme et la question du panafricanisme n'est pas posée de la même manière par les Africains dits francophones que les Africains dits anglophones ou lusophones, etc. Je n'aime pas utiliser ces adjectifs, mais c'est ce que je suis obligée de dire. Et donc, à partir de ce moment, il faudrait effectivement remettre au centre des débats la notion de panafricanisme et le projet même de panafricanisme et ce qu'on en fait. Est-ce qu'il faudrait le maintenir au stade où il était? Et quand je dis il était, je suis en train de me demander, est-ce que c'est à 63 ou 72 le moment où
Nkrumah nous a quittés? Ou bien est-ce qu'il faudrait arriver à 73 avec Cabral, qui était encore un peu plus fermé dans sa façon de voir? Ou bien est-ce qu'il faudrait encore venir jusqu'en 84, non, 87, le décès de Thomas Sankara, parce que c'est là où on a commencé à perdre de grandes figures du panafricanisme. Et se dire que finalement, il y a des scissions et on ne se retrouve plus dans le panafricanisme. Avant d'en arriver au XXIe siècle, où on entend encore, où il y a un retour des panafricanismes, de figures aussi qui se réclament de différents panafricanismes, jusqu'à entendre justement le panafricanisme de gauche qui prétendrait une existence de panafricanisme de droite ou de centre, comme disait tout à l'heure Miss Boka. Voilà. Merci beaucoup. Je vois que les échanges sont denses. Je vois aussi le temps qui passe. Colline, on en est où? Je pense qu'en termes de... Oui. Ouais, en termes de temps, on a dépassé le temps. On ne pourra pas traiter chacune des questions. Ce que je vous propose à tous, si Arlande, Elga, Sastou, vous êtes d'accord en traiter une dernière? OK. Demander comme ça, c'est compliqué de dire non à l'écran, Colline. Non, mais on va... C'est une question rhétorique. Non, mais... mais oui, on va en prendre une dernière alors. Je propose... Bon, voilà, sachant que dans les questions, il y avait aussi une demande, est-ce que l'enregistrement et tout est enregistré, sera sur notre page YouTube. Je prends la question suivante, du coup, qui est celle de Dambre. Enfin, voici... donc, je peux allumer aussi le micro. Donc, vous avez posé une question tout à l'heure. Est-ce qu'il faut, je vais la lire à la rigueur, il se demande s'il faut être panafricaniste au point de sacrifier nos libertés. Aujourd'hui, ce qui m'inquiète, c'est le fait que les leaders qui se revendiquent du panafricanisme deviennent prédatrices des libertés. C'est d'autant plus dangereux de mon point de vue lorsqu'il y a des élites panafricanistes qui soutiennent que la démocratie est incompatible avec l'Afrique. Je me demande donc s'il faut être panafricaniste au point de sacrifier nos libertés. Question intéressante pour terminer. Bah, c'est peut-être ce qu'on appelle garder le meilleur pour la fin. Non, c'est une très belle question. Et puis, je félicite celui qui pose cette question. Parce que c'est toute la problématique actuelle. Et c'est ce que je disais d'ailleurs, parce que je disais que cette tribune a été une tribune réactive pour se réapproprier l'idée peut-être voilà, de créer un autre contenu. Parce qu'une fois au pouvoir, et même avant, les panafricanismes ont montré leur potentiel répressif et conservateur. Et il y a d'ailleurs un concept qui est en train d'émerger sous la houlette d'un politiste que Astou connaît sans doute très très bien et que Marie aussi connaît très très bien, c'est Jean-François Bayard qui parle beaucoup maintenant de révolution conservatrice. Et donc, ces révolutions conservatrices, elles convient au pouvoir des gens qui ont des idéaux parfaitement justes en termes de contenu et qui pourtant déploient un arsenal répressif qui vient contrarier nos libertés. Et c'est dans ce sillage-là, d'ailleurs, qu'on entend parfois des phrases parfaitement aberrantes, et pourtant qui ont eu une certaine forme de viabilité. Hein. C'est expliqué que ni la démocratie, ni le droit des femmes, ni le progressisme, ni l'égalité, ce sont forcément des lubies occidentales et qu'il faudrait se reconnecter avec une identité africaine qui est très souvent largement fantasmée. Donc, moi, j'adhère totalement à cette question et puis à la nécessité justement de lutter pour préserver les libertés et pour renforcer la démocratie parce que ce ne sont comme le panafricanisme, ce ne sont jamais des acquis, mais ce sont des aspirations et des processus. Donc, en tout cas, voilà, moi, je m'aligne sans réserve voilà, autour de la préoccupation de celui qui a posé cette question. Merci beaucoup. Astou, oui. Pardon, merci. Oui, c'est comme a dit tout de suite
Souleymane Gassama, c'est le meilleur pour la fin et cela nous met justement dans le contexte actuel, contexte dans lequel effectivement on entend plein de figures politiques se réclamer d'un panafricanisme pour effectivement s'attirer ce qu'avait soulevé tout à l'heure Gassama, c'est-à-dire des voix. Lesquelles voix? Celles des femmes, celles des jeunes, bien entendu. Pour être au pouvoir, arriver au pouvoir, il faut des voix. Les voix aujourd'hui en Afrique, c'est la population la plus jeune, la plus nombreuse, c'est les femmes, c'est les jeunes. Et donc, si on arrive, je ne dirais pas manipuler, mais si on arrive à les avoir dans son camp, on dit pourquoi pas. Mais effectivement, aujourd'hui, certains régimes se prétendent être des régimes panafricanistes et qui rompent en fait avec la logique de départ, c'est-à-dire celle qui se voulait souverainiste, défendant une justice sociale, défendant les libertés, parce que c'était pour sortir de l'esclavage, et donc défendant les libertés, défendant ce souverainisme-là. On se pose la question de savoir finalement, est-ce qu'il n'y a pas lieu de repenser encore une fois l'idéologie, si on peut le concevoir comme une idéologie, la pensée, le processus ou le mouvement panafricain? Est-ce qu'il faudrait le voir en tant que mouvement sans S ou avec S au pluriel? Et puis, qui serait? Parce que c'est Marcus Garvey qui disait qu'en fait, on l'est ou on ne l'est pas. C'est-à-dire, on est panafricaniste ou on ne l'est pas. Et si des hommes politiques et des femmes politiques au pouvoir arrivent en restreignant tout ce qui est liberté, tout ce qui est bien-être, tout ce qui est justement esprit de s'affirmer et de s'humaniser, est-ce qu'il faudrait les appeler panafricanistes? À mon avis, non. Et donc, je partage l'idée de monsieur ou de la dame qui a posé la question. Je ne me suis pas souvenue de son nom. Voilà. Il m'en excuse. Eh bien, Merci beaucoup à tous les deux. Merci aussi, hommage encore au professeur Daniel Etunga Mangelele, qui n'était pas là de corps, mais certainement d'une certaine autre manière avec nous. En tout cas, sa pensée et ses mots étaient avec nous dans l'échange. Merci à tous les participants et à toutes les participantes pour votre présence et pour les questions qui ont été posées, qui ont permis d'enrichir l'échange. Colline, je te laisse la main. Merci encore. je renouvelle ces remerciements à tout le monde, à nos intervenants et à toi, Arland, qui a mené cette modération d'une main de maître. C'était vraiment très passionnant. Je suis ravie de savoir que tout est enregistré pour ne pas en perdre une miette et peut-être continuer le débat à partir de ces prémices d'échanges qui auraient pu durer encore longtemps. Merci à tous pour l'inspiration, la disponibilité, les 10 minutes de rab que je vous ai pris sur votre soirée. Et à très bientôt. Je suis très contente de cette première édition de format en ligne. Ça a l'air de marcher. Un grand merci encore Souleymane et Astou d'avoir joué le jeu de tester ce format. Et puis je vous laisse peut-être dire vous un mot de la fin avant de fermer cette réunion. Merci Colline. C'était une belle rencontre quand on s'est croisés à Marseille. Je te souhaite à toi ainsi qu'à Arland un franc succès dans vos missions. J'espère longue vie et puis des débats vivifiants et passionnants autour de la Fondation. Et puis, je souhaite aussi à ma co-débatteuse aujourd'hui voilà, plein succès dans ses enseignements et puis dans ses recherches. J'étais ravi de faire part à cette discussion. Et j'exige de façon très, très taquine un prochain débat sur le panafricanisme du centre, à la demande de Marie Boca. Bon, merci beaucoup à tout le monde. C'était un plaisir d'être là.
Plaisir qui a été un peu entaché, on va dire, par la mauvaise nouvelle, la disparition du professeur Anguelele. Et encore une fois, nous avons une pensée pour lui. Et effectivement, il a été avec nous de par son texte, un beau texte que tu as eu, la grâce de nous lire, Arland. Donc, merci beaucoup à toi pour la modération. Merci encore à toi, Colline, pour la coordination et tout. Et merci encore à Elège Gassama d'avoir fait partie de ce panel avec moi. C'était un plaisir puisque je ne l'ai croisé qu'à travers la lecture de ces deux différents romans, si tu m'abuses. Et donc, voilà. Merci à tout le monde, à toutes les personnes qui se sont connectées, ceux qui étaient là, et puis une salutation particulière à Miss Professeur Boca. Voilà. Merci à tout le monde et bonne soirée. Merci tout le monde. Très bonne soirée. Ça sera très bientôt sur notre page YouTube si vous voulez revoir ou si vous avez manqué des extraits. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Très bonne soirée. Merci à tout le monde. Au revoir. Au revoir Astou. Au revoir Elgas. Merci beaucoup pour ces interventions. Je me réjouis de vous retrouver aux assises. Donc à bientôt. Merci encore Au Arlan. revoir.